Manchester City, Girona, Troyes ou encore New York City FC. Tous ces clubs sont liés. Pas par l'histoire ni par des rivalités, mais par quelque chose de plus moderne. Un seul et même propriétaire. Et aujourd'hui, ce phénomène touche même des clubs comme Chelsea et Strasbourg. Bienvenue dans le monde de la multipropriété dans le football, où un même investisseur peut piloter plusieurs clubs sur plusieurs continents. Mais alors, la multipropriété, c'est quoi? La multipropriété, c'est quand une seule entité détient plusieurs clubs professionnels. Cette entité, ça peut être un groupe d'investissement, une multinationale ou même un propriétaire individuel fortuné. L'idée, c'est de créer un réseau de clubs entre lesquels on peut faire circuler joueurs, staff, méthodes et bien sûr valeur économique. En clair, c'est un peu comme une chaîne de fast-food, mais avec des entraîneurs, des stades et des clauses de rachat. C'est le football un peu version start-up. On pense synergie, expansion, rendement et parfois un peu moins passion. Mais alors, pourquoi racheter plusieurs clubs? En fait, il y a plusieurs raisons assez rationnelles. Tout d'abord, c'est un moyen de faire monter la valeur des joueurs. En effet, un jeune talent formé dans un petit club du groupe peut ensuite exploser dans un club plus visible avant d'être vendu très cher. Ensuite, c'est aussi un moyen de maîtriser les prêts et la formation. Fini les prêts incertains à d'autres clubs, dans ce cas-ci, le groupe contrôle le parcours de ses joueurs du début à la fin. Ensuite, c'est un moyen aussi de réduire les coûts. Les clubs partagent les outils de data, les méthodes d'entraînement, les recruteurs. C'est l'efficacité à l'échelle mondiale. Et finalement, c'est aussi un moyen de développer une marque globale, comme Red Bull par exemple, qui a transformé ses clubs en vitrine mondiale d'un même style, d'une même culture. En résumé, c'est un mélange d'efficacité économique et de contrôle stratégique, et pour certains, c'est l'avenir du foot. Le groupe le plus connu, c'est bien sûr le City Football Group, propriétaire de Manchester City, mais aussi de clubs en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, en Australie et au Japon. On parle de plus de 10 clubs répartis sur 5 continents différents. Ensuite, il y a Red Bull, qui contient Salzbourg, Leipzig, New York, Bragantino. Tous partagent une philosophie commune, un style de jeu plutôt vertical, agressif et des méthodes bien huilées. Et puis récemment, on a vu apparaître des groupes comme Ineos, Eagle Football ou 777 Partners. Mais celui qui a secoué le football français, c'est Blueco, le consortium américain, propriétaire de Chelsea, qui a racheté en 2023 le RC Strasbourg-Alsace. On va maintenant parler un peu plus en détail du cas Chelsea-Strasbourg. En apparence, c'est un plutôt bon deal. Chelsea investit, Strasbourg modernise ses infrastructures, améliore son centre de formation et sécurise ainsi son avenir. Mais très vite, une inquiétude a émergé chez les supporters. Strasbourg est-il en train de devenir un club satellite? Un club satellite, c'est un club de football qui appartient, ou est fortement lié, à un club plus grand, où son rôle principal, c'est de former, tester ou relancer des joueurs pour l'équipe principale. Et c'est exactement ce que certains ont commencé à observer. Plusieurs jeunes joueurs de Chelsea ont été prêtés à Strasbourg, souvent sans que leur intégration dans le projet sportif local soit bien définie. Le coach est alors confronté à un dilemme. Doit-il privilégier le développement de ses joueurs pour qu'ils repartent plus forts à Londres, ou alors chercher à viser la performance et la stabilité du club alsacien à court terme? Et ce sentiment d'être sous influence, il ne s'arrête pas là. Mark Keller, figure emblématique du Racing et président depuis des années, est certes resté en place, mais désormais sous la tutelle d'un groupe étranger, dont les intérêts restent clairement Chelsea-centrés. Donc on va voir comment tout ça évolue. Il y a quand même des joueurs qui ont été prêtés, qui ont fait des très bonnes choses. On pense notamment, moi je pense à Valentin Barco, ou encore à André Santos, qui a tout de même été capitaine. Et tout ça, ça a quand même permis de décrocher une bonne 7ème place pour Strasbourg cette saison. Mais on va voir au niveau de l'identité du club, comment ça va se passer et comment ça va se transformer dans les années à venir. Tout ça soulève tout de même de sérieuses interrogations sur l'équité dans le football professionnel. Tout d'abord, c'est un problème sportif majeur. En effet, que se passe-t-il si deux clubs appartenant au même groupe se qualifient pour une compétition européenne? Peut-on vraiment croire qu'ils vont s'affronter sans arrière-pensée? L'exemple de 2018 est assez révélateur. Le RB Leipzig et le RB Salzbourg, tous deux propriétés de Red Bull, ont dû convaincre l'UEFA qu'ils étaient juridiquement indépendants. Une indépendance de façade, puisque leur lien économique et stratégique est resté évident. Ensuite, comme évoqué auparavant avec l'exemple de Chelsea et Strasbourg, cela peut engendrer une crise d'identité pour les clubs satellites. Quand un club est réduit à un rôle de filiale, servant uniquement à former ou relancer des joueurs pour l'équipe principale du groupe, il perd de sa substance. Que reste-t-il alors de son projet sportif propre? Les supporters, eux, ne s'y trompent pas. Comment continuer à s'identifier à un club qui sert uniquement de tremplin ou de réserve?
Cette logique industrielle va à l'encontre de la passion, de l'ancrage local et de l'histoire qui forge l'âme d'un club. Et finalement, on a une concurrence faussée. Un club indépendant peut-il vraiment rivaliser avec une structure qui bénéficie d'un réseau international pour recruter, prêter ou optimiser ses actifs? Ce déséquilibre structurel menace la compétitivité des championnats nationaux. En France, par exemple, des clubs historiques pourraient se retrouver relégués au rang de fournisseurs de talents pour les mastodontes de Première Ligue. La Ligue 1, déjà affaiblie économiquement, risque-t-elle ainsi de devenir une simple pépinière à ciel ouvert? C'est une question cruciale, tant pour son attractivité que pour sa survie à long terme. Mais alors qu'en est-il pour le futur du football? Pour certains investisseurs, la multipropriété est logique. Elle crée de la valeur, stabilise les projets et optimise les ressources. Mais pour beaucoup de fans, c'est la fin du football local, indépendant et enraciné dans une histoire. L'UEFA a promis de renforcer les règles, mais les groupes savent s'adapter, et parfois contourner. Alors, sommes-nous en train de vivre une révolution du football, ou alors sa grande dilution dans la logique du marché?